J'étais parti pour un voyage scolaire, juste une semaine. Quand je suis revenu, ma chambre avait disparu, transformée en l'atelier d'art de ma sœur. Elle a besoin de cet espace, a haussé les épaules ma mère. Ne sois pas égoïste, a ajouté mon père. Je n'ai pas protesté. J'ai simplement rendu mes clés et je suis sorti. 3 mois plus tard, mes parents m'ont remis une lettre. Ils me poursuivaient en justice. Laissez-moi vous raconter ce que je pensais qu'il se passerait. Je traînerai mon corps endolori et malade du voyage jusqu'à la porte d'entrée, je poserai mon sac dans le couloir, je dirai quelque chose de sarcastique comme « Home sweet home de banlieue hors de prix », et puis je m'effondrerai le visage le premier sur mon lit. Comme un personnage de dessin animé un peu trop théâtral. Je pourrais même pleurnicher un peu, vous savez, juste pour le style. Au lieu de ça, eh bien, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais j'anticipe un peu. Revenons en arrière. Je rentrais tout juste d'un voyage scolaire. Ce n'était pas une de ces excursions confortables financées par l'école, cependant. Je l'avais payé moi-même. Chaque dollar. J'avais économisé pendant des mois. Argent d'anniversaire, cours particuliers, garde de chien, vente de boucles d'oreilles faites à la main en ligne. Ne me jugez pas. Elles étaient plutôt mignonnes, en fait. Je me suis démené pour ce voyage comme si c'était les Jeux Olympiques, et j'en étais fier. Je le suis toujours, d'ailleurs. C'était censé être amusant. Et ça l'a été, en grande partie. Mais les voyages ne m'aiment pas. Je suis malade en bus, en avion, en bateau. S'ils bougent et transportent des gens, je vais avoir le vertige et regretter d'être né. Alors, après 10h30 à être secoué dans un bus avec une climatisation défaillante, ma colonne vertébrale donnait l'impression d'avoir été compactée en une tour de Jenga. Ma tête me lançait, mes pieds étaient enflés, et la seule pensée qui me faisait tenir était ce moment glorieux où je pourrais prendre une douche et me glisser dans mon lit, mon vieux lit grinçant mais fidèlement à moi. Et aussi, peut-être, surprendre ma famille avec quelques souvenirs. Oui, je sais, c'est un peu embarrassant maintenant. Je n'en ai pas trop fait, non plus. Un petit marque-page sculpté à la main pour ma mère, parce qu'elle dit toujours qu'elle veut lire plus quand les choses se calmeront. Elle ne se calme jamais. Un porte-clés ridicule pour mon père avec une blague qui, je le savais, le ferait soupirer. Et pour ma sœur? Eh bien, elle est à fond dans l'art. Elle m'avait demandé, il y a des semaines, si je tombais sur des outils ou des matériaux d'art locaux sympas, d'en prendre pour elle, et c'est ce que j'ai fait. Ce n'était pas facile, non plus. J'ai dû sauter une partie d'une activité de groupe, marchander avec un vendeur de rue grincheux, et trimballer le truc dans mon sac pendant des jours. Mais j'ai trouvé cet ensemble vraiment unique de fusains faits à la main, chacun enveloppé dans du papier local imprimé. J'imaginais son visage s'illuminer en l'ouvrant. Peut-être qu'elle me prendrait dans ses bras. Peut-être qu'elle me dirait merci, pour une fois, sans cette nuance passive-agressive. Je m'accrochais encore à ce minuscule, stupide espoir que peut-être, juste peut-être, il remarquerait que j'avais essayé. Oui, ça n'a pas duré longtemps. J'arrive enfin à la maison, à moitié consciente, traînant mon sac de sport derrière moi comme un cadavre dans un drame policier. La maison est silencieuse. J'entre. Mes chaussures heurtent le sol. Quelque chose sans différent. Comme de la peinture. De l'acrylique. Il y a un léger bourdonnement de musique venant du couloir à l'étage. Ma valise heurte la première marche. C'est à ce moment-là que ma mère passe la tête hors de la cuisine. « Oh, tu es rentré ?» dit-elle, comme si j'étais juste sorti acheter du lait. Pas de câlin. Pas de « Comment s'est passé le voyage ?» Juste ça. J'acquiesce et j'essaie de sourire. Ouais, le voyage était bien. Un peu épuisé. Je veux juste une douche et dormir un peu. Elle fait une pause. Oh. À ce sujet. Ta chambre. Eh bien, ta sœur l'utilise maintenant pour son article. Je cligne des yeux. Littéralement, j'ai cligné des yeux, pensant que mes oreilles étaient peut-être bouchées et que j'avais mal entendu. Pardon ? Elle a besoin de l'espace, dit-elle, en haussant une épaule comme si nous discutions de marque de céréales. Je monte lentement les escaliers, mon cœur battant la chamade maintenant, mais pas de fatigue. Et puis je le vois. La porte de ma chambre, enfin, de mon ancienne chambre, est grande ouverte. Et tout est différent.
Mes posters ont disparu. Mon lit a disparu. Ma bibliothèque a disparu. Les murs sont blancs maintenant, éclaboussés de couleurs et couverts de croquis épinglés. Il y a un chevalet tout neuf, une lampe annulaire, des piles de toile, et une de ces chaises ergonomiques dont elle se plaignait toujours d'avoir besoin. Et, fais attention où tu mets les pieds, lance ma sœur, sans même lever les yeux. Le sol est encore en train de sécher. Je suis resté planté là. Je n'ai même pas demandé si elle plaisantait, parce que ce n'était pas le cas, évidemment. J'ai reculé et je suis descendu, hébété. Mon père était sur le canapé, à regarder un documentaire animalier, comme si c'était un mardi ordinaire. « Salut, ma grande, dit-il. Ne sois pas égoïste, d'accord ? Elle essaie de se constituer un portfolio. Tu auras bientôt 18 ans, de toute façon, non ? Parce que, bien sûr, les jeunes de presque 18 ans n'ont pas besoin de lit ou de respect humain de base. Et mes affaires ? Ai-je demandé. C'était la seule chose que je pouvais penser à dire. Ma voix est sortie, fine. Tout est dans des cartons, dans le garage. Tu peux les prendre quand tu veux. Je n'ai pas parlé. Pas vraiment. J'ai juste hoché la tête. J'ai fouillé dans ma poche, j'en ai sorti les clés de la maison que j'avais depuis mes 13 ans, et je les ai posées sur le comptoir de la cuisine. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas crié ni claqué les portes. Je suis simplement parti. Il y a eu une seconde, peut-être deux, de silence. Et puis j'ai entendu ma mère derrière moi. Où vas-tu ? Tu n'as même pas encore 18 ans. Ne sois pas dramatique, a ajouté mon père, tournant à peine la tête. Ce n'était pas du drame. C'était de la clarté. C'est drôle. On pourrait penser que lorsque votre monde bascule comme ça, ce serait bruyant, explosif. Mais c'était un sentiment silencieux, comme l'absence de quelque chose qui n'avait, en réalité, jamais vraiment été là. Je ne savais pas où j'allais. Peut-être que j'appellerais Béa. Elle avait toujours dit que je pouvais dormir sur son canapé si les choses devenaient bizarres à la maison. Peut-être que je trouverais un banc public et que je ferais semblant d'être la star d'un film indépendant. Je ne savais pas. Je savais juste que je ne reviendrais pas. Les gens disent toujours des choses comme « tu as dû le voir venir » ou « n'as-tu pas remarqué les signes ?» Comme si le recul réécrivait magiquement l'histoire. Mais la vérité, c'est que quand on grandit dans une famille qui vous ignore juste comme il faut, doucement, poliment, stratégiquement, on apprend à se manipuler soi-même avant que quiconque n'ait à le faire. Il ne s'agissait pas seulement de la chambre. C'était juste la goutte d'eau, l'étincelle qui a allumé la mèche. Mais le feu avait commencé il y a des années. Ma sœur et moi n'avons que 2 ans d'écart. Elle est plus âgée en âge, mais plus jeune en tout le reste. Non pas parce qu'elle est immature, mais parce qu'on lui a permis d'être prise en charge, encouragée à être fragile, enveloppée de louanges et d'une douce attention. Moi, en revanche, j'ai été étiquetée comme « l'indépendante » à l'âge de 5 ans. Au début, cela ressemblait à un compliment. « Tu es si mature », disait-il. Si facile. Mais cela s'est lentement traduit par d'autres choses, comme être oublié à la sortie de l'école, ou prendre mes propres rendez-vous chez le dentiste, ou apprendre à cuisiner parce que maman était trop occupée à aider ma sœur à préparer ses dossiers d'art, et papa était toujours au téléphone. Je pense que la première fois que j'ai vraiment senti la différence, j'avais peut-être 8 ans. Nous avons toutes les deux participé à un concours d'art à l'école. Le mien était un collage bizarre et désordonné, fait de bouts d'emballage et de vieilles bandes dessinées. Chaotique, mais plutôt cool. Je n'ai rien gagné, mais mon professeur a dit que c'était imaginatif. J'étais excité de le montrer. Ma sœur a peint un arbre. Juste un arbre avec des feuilles à l'aquarelle et un petit oiseau. C'était joli. Elle a remporté la 2e place. Mes parents ont apporté des ballons, l'ont emmené dîner, l'ont raconté à tout le monde à l'église. Quand je leur ai montré mon collage, ma mère a froncé les sourcils. Il se passe beaucoup de choses là-dedans, mais bon, tu as essayé. Je l'ai quand même épinglé sur le mur de ma chambre. C'était la première fois d'une longue série. Quand ma sœur a voulu prendre des cours d'art, elle les a eus. Des cours chers. Quand j'ai demandé à rejoindre un atelier d'écriture, c'est à l'autre bout de la ville, ma chérie. Difficile de t'y emmener avec nos horaires. Quand elle a cassé le grille-pain, c'était un accident.
Quand j'ai fissuré une assiette, c'était de la négligence. Quand elle a oublié son déjeuner, papa a tout laissé tomber pour le lui apporter à l'école. Quand j'ai oublié le mien, tu es assez grande pour préparer ton propre déjeuner. Et les anniversaires? N'en parlons même pas. Les siens étaient dignes de Pinterest, gâteaux personnalisés, thèmes, amis venus de tous les coins de sa vie. Les miens impliquaient généralement un gâteau de dernière minute de l'épicerie et un texto de ma tante, oups. Je pensais que c'était la semaine prochaine. Alors je me suis accroché au bon moment, aux miettes. Mon père complimentant mes notes avec un « petite intelligente », distrait avant de retourner à ses emails, ma mère m'achetant un livre une fois parce qu'elle pensait que j'aimerais quelque chose de calme. Ce n'étaient pas des monstres, juste des gens inattentifs, aimant de manière sélective. Le genre de personnes qui disent « je t'aime » avec leurs mots, mais pas avec leur choix. En grandissant, j'ai arrêté de demander des choses, arrêté de leur montrer mes réussites. Ça n'avait pas d'importance. Elles appartenaient toujours à quelqu'un d'autre. À elles. À 16 ans, j'étais complètement devenu le personnage secondaire de la famille. Je payais mon propre forfait téléphonique. J'ai postulé à des emplois et j'ai travaillé après l'école. J'ai organisé mon propre emploi du temps, mes propres finances, mon propre tout. Je faisais le ménage en silence, je mangeais en silence, je vivais en silence, et ils me félicitaient pour ça. Elle ne nous cause jamais de problème. Elle demande si peu d'entretien. Ce qu'il voulait dire, c'était, elle n'a pas besoin de nous, donc nous n'avons pas besoin de faire d'efforts. Ma sœur, par contre, pouvait pleurer pour un stylo cassé et obtenir un nouvel ensemble en 2 jours. Une fois, j'ai eu de la fièvre et je me suis évanoui dans la salle de bain. Je me suis réveillé 1 heure plus tard dans une maison vide. Ma mère était partie faire les courses. Mon père était au travail. Ma sœur était à son club d'art. Personne n'a remarqué mon absence. Je ne leur ai rien dit, parce que j'avais appris à ce moment-là qu'il ne sert à rien de faire du bruit quand personne n'écoute. C'est pour ça que l'histoire de la chambre m'a frappé si fort. Il ne s'agissait pas seulement de l'espace. Il ne s'agissait même pas du lit. C'était la confirmation finale de ce que je savais déjà au fond de moi. J'étais jetable. Ils ne m'ont même pas envoyé de message pendant mon absence. Pas une seule fois. Ma mère a dit plus tard qu'il ne voulait pas me déranger, et mon père a plaisanté en disant qu'il pensait que j'avais besoin de faire une pause d'eux. C'est drôle comme ils ont toujours emballé la négligence dans de jolis rubans. Nous te donnions de l'espace. Bien sûr, tellement d'espace que vous m'avez complètement effacé. J'ai essayé de garder mon calme quand je suis parti. Vraiment. Mais quand j'ai finalement arrêté de marcher, quelque part près de chez B, je me suis assise sur un trottoir et je me suis effondré. Pas à la manière d'un cri dramatique de film. C'était plus silencieux que ça. Une lente fuite de chagrin que je ne savais pas que je retenais. Je ne savais pas où j'irais ensuite. Je n'avais pas de plan. Mes examens approchaient. Je n'avais nulle part où dormir de façon stable. Ma sœur avait un atelier d'art. J'avais un sac de sport et un porte-clés souvenir qu'elle n'ouvrirait jamais. Une personne m'est venue à l'esprit. Ma grand-mère. Je ne l'avais pas vue depuis un moment. Non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que la vie était devenue bruyante, et lui rendre visite, c'était toujours comme sortir un peu de ce bruit. Elle vivait dans une petite maison de retraite de l'autre côté de la ville. Rien d'extraordinaire. Mes parents la qualifiaient de « suffisante ». J'ai pris une note mentale de passer la voir bientôt. Non pas parce que j'attendais quoi que ce soit, mais parce que parfois, quand tout le reste semble s'effondrer, on veut juste voir quelqu'un qui se souvient de qui on était avant de devenir fatigué. Quand on dort sur le canapé de quelqu'un d'autre, tout semble temporaire. Même vous. La famille de B a été assez gentille pour me laisser rester quelques jours, mais je le sentais. Les sourires crispés de sa mère, les silences étranges quand j'entrais dans la cuisine, les petites allusions comme « tu es sûr que tes parents sont d'accord avec ça ?» Comme s'ils s'en souciaient. Je ne m'attendais pas à une suite 5 étoiles. Je voulais juste exister sans déranger, finir l'école sans m'effondrer. Les examens finaux approchaient. Je manquais de vêtements propres. Chaque fois que quelqu'un m'offrait de l'aide, un shampoing emprunté, des restes du dîner, j'avais l'impression de rétrécir, comme un fantôme dans la vie de quelqu'un d'autre. J'étais techniquement encore une lycéenne, mais je ne me sentais pas comme telle.
Je me sentais comme quelque chose entre les deux. Trop vieille pour demander de l'aide, trop jeune pour disparaître sans que cela ne pose problème. Et puis il y avait le silence. Pas un seul message de mes parents. Pas un appel. Pas même un « Eh, tu es en vie ?» Ça aurait dû faire plus mal. Mais honnêtement, ça ne m'a pas choqué. Ce qui m'a surprise, c'est à quel point la douleur était silencieuse. Comme si j'écoutais enfin quelque chose que j'avais ignoré pendant des années. J'ai commencé à éviter les gens qui posaient des questions. J'ai dit à l'école que je restais avec de la famille éloignée, ce qui n'était pas un mensonge. La mère de B étendait maintenant sa patience au quotidien. Je savais que je ne pouvais pas rester là longtemps. Il me restait 10 jours avant mon anniversaire, 10 jours avant que je ne sois légalement considéré comme une adulte. 10 jours pour comprendre ce que signifiait même être adulte quand on n'a pas de maison. Alors, je suis allé voir la seule personne qui m'avait toujours vu, vraiment vu, même quand personne d'autre ne prenait la peine de regarder. Ma grand-mère vivait dans une maison de retraite bon marché qui sentait les pommes de terre bouillies et les vieux journaux. Mais elle aimait ça, ou du moins faisait semblant. Sa chambre était minuscule, avec des rideaux en dentelle et une couverture au crochet qui, selon elle, était plus vieille que moi. Je n'avais pas prévu de lui raconter grand-chose. Je pensais que nous allions juste nous asseoir, siroter un thé léger, et parler de tout et de rien. Mais au moment où je suis entré, elle m'a regardé et a dit, il s'est passé quelque chose. Elle a toujours su. J'ai essayé de plaisanter, j'ai dit que je faisais une introspection. Ça n'a pas marché. À la deuxième tasse de thé, j'ai craqué. Je lui ai tout raconté. Pas la version édulcorée que j'avais donnée à Béa. La vraie version, sur l'atelier d'art, le canapé, la vie mise en carton, le silence de mes parents, comment je leur avais laissé des souvenirs et qu'ils n'avaient même pas demandé si j'étais bien rentré. Je m'attendais à de la sympathie. Je ne m'attendais pas à ce qui allait suivre. Grand-mère est restée parfaitement immobile une seconde. Puis elle a dit, bien. J'ai cligné des yeux. Bien. Tu es sorti. Allez. Ils n'ont pas le droit de te faire revenir en arrière maintenant. Je ne savais pas comment répondre à ça, alors elle l'a fait pour moi. Elle a ouvert le tiroir de sa table de nuit et en a sorti une enveloppe épaisse, scellée, maintenue par un élastique, et légèrement froissée. Ce n'est pas de l'argent, a-t-elle dit avant que je puisse demander. Pas encore, mais c'est comme ça que tu iras où tu dois aller. Je l'ai regardée, stupéfaite. Qu'est-ce que c'est ? Des informations bancaires, quelques formulaires juridiques, une lettre pour mon avocat. Je prépare ça depuis un moment. J'ai hésité. Grand-mère, je ne veux pas que tu renonces à quoi que ce soit pour moi. Elle m'a coupé d'un geste de la main. Je ne renonce pas. Je donne. Grosse différence. Je n'ai pas pris l'enveloppe, mais son poids dans sa main en disait assez. Ce n'était pas seulement de l'aide. C'était un avenir qu'elle avait sculpté en silence, morceau par morceau, pendant que tout le monde oubliait son existence. Cette nuit-là, j'ai finalement ouvert l'enveloppe. Pas d'argent liquide, juste des documents proprement pliés, une liste de comptes d'épargne, une note de son avocat, et au-dessus, de son écriture, une courte phrase, « Je ne peux pas te donner une maison, mais je peux te donner une porte de sortie. » Les jours suivants sont passés vite, plus vite que je ne pouvais l'assimiler. L'avocate de grand-mère a confirmé que tout était légal. Elle ne pouvait pas me donner la totalité de la somme avant mes 18 ans, mais elle pouvait m'aider avec ce qu'elle appelait des « fonds de préparation ». J'ai trouvé un studio, minuscule mais à moi, j'ai signé un bail à court terme, payé d'avance, dormi par terre les 2 premières nuits parce que je n'avais pas encore de matelas, mais c'était mieux que n'importe quel lit que j'avais jamais connu. Je rendais toujours visite à grand-mère tous les jours après l'école. Nous remplissions des documents ensemble, mangions des plats à emporter, regardions de mauvais jeux télévisés, et nous moquions des réponses des candidats. Elle m'a raconté des histoires que je n'avais jamais entendues. Sur son premier amour. Sur la façon dont elle chantait dans la chorale de l'église. À l'époque, je pensais que je m'adaptais juste, que je m'installais, que je découvrais qui j'étais sans une maison pleine de gens qui agissaient comme si je n'existais pas. Je ne réalisais pas que des nuages sombres s'amoncelaient déjà, que les choses allaient encore changer, et pas de la manière que j'avais espéré. Parce que quand les gens vous ignorent assez longtemps, ils pensent que vous cessez d'avoir de l'importance, jusqu'à ce que vous deveniez gênante. Et apparemment, j'étais sur le point de devenir très gênante.
Ils n'ont pas appelé, ils n'ont pas envoyé de message, ils ont frappé. Quand j'ai entendu 3 coups secs à la porte. Pas le genre amical. Pas le genre, j'ai apporté des muffins. Le genre de coup qui ressemble déjà à une accusation. Quand j'ai ouvert la porte, ils étaient tous les deux là. Ma mère était habillée comme si elle avait un endroit plus important où être. Maquillage trop parfait. Ce faux sourire étrange qu'elle utilisait quand elle voulait paraître raisonnable. Mon père était raide, les bras croisés, comme si j'étais un problème à une réunion parents-professeurs. Nous devons parler, a-t-elle dit. Pas de « bonjour ». Pas de « comment vas-tu ». Je ne les ai pas invités à entrer, je suis juste resté dans l'embrasure de la porte, à attendre. Nous savons ce que tu as fait, a dit mon père. C'était presque impressionnant à quel point ils sont allés droit au but. Pas de prétexte, pas de tentative de chaleur. Juste directement aux accusations. Elle n'est pas bien, a ajouté ma mère, la voix tremblante. Mais pas de tristesse, de calcul. Elle est confuse ces derniers temps. Elle n'est pas capable de prendre ce genre de décision. Je l'ai regardée fixement. Tu parles de grand-mère. Tu as profité d'elle, a dit mon père. Tu l'as manipulée pour qu'elle te donne accès à ses finances. J'ai ri. Je ne voulais pas. C'est sorti comme un rire bref et stupéfait, qui ressemblait à une toux. Je n'ai rien pris, ai-je dit. Elle l'avait prévu il y a des mois. Tu t'attends à ce que nous croyions ça? A claqué ma mère. Non, ai-je dit. Je me fiche de ce que vous croyez. J'ai commencé à fermer la porte. C'est là qu'il l'a sortie. Une feuille de papier pliée, en tête juridique de couleur crème. On se verra au tribunal. Ils ont déposé une plainte. Abus financier sur personne âgée. C'était le terme qu'ils ont utilisé. Ils ont prétendu que grand-mère n'était pas saine d'esprit. Qu'elle avait été contrainte. Que je l'avais isolée de sa vraie famille et que je l'avais trompée pour qu'elle signe le contrôle de ses comptes. Et juste comme ça, la vie que je construisais a commencé à trembler. Pas à tomber, pas à se briser. Juste à trembler comme une maison quand un train passe trop près. L'avocate que grand-mère avait utilisée m'a contacté tout de suite. Elle était furieuse. Elle a dit que c'était une campagne de diffamation, risiblement transparente, mais qu'il fallait quand même déposer des papiers, faire des déclarations, soumettre des évaluations médicales. C'était réel maintenant. Ce n'était plus seulement un drame familial. C'était des dates d'audience, des numéros de dossier et des signatures. Grand-mère, de son côté, était livide. Elle a foncé dans le cabinet de son médecin le jour même et a exigé une évaluation psychologique complète, a réussi tous les tests avec un sarcasme sec et une mémoire plus aiguisée que la mienne. Elle a donné au directeur de la maison de retraite une copie des papiers du tribunal et lui a demandé très calmement de témoigner en sa faveur. Il a accepté sans hésiter. Elle m'a même envoyé un message ce soir-là. Laisse-les venir. On m'a sous-estimé plus longtemps que tu n'as vécu. J'avais peur, parce que je savais à quel point ils étaient doués pour retourner les situations, à quel point ils se glissaient facilement dans le rôle de parents inquiets. Ils l'avaient déjà fait à l'école, à l'église, même avec la famille. Ils avaient un ton, un regard, un scénario. Et ils étaient habitués à ce que les gens les croient. J'étais juste la fille qui était partie, l'humeur changeante, l'enfant difficile, celle qui ne répondait pas aux appels ou ne venait pas au dîner de famille. Ils allaient me peindre comme ingrate, manipulatrice, intéressée par l'argent. Et moi? Je ne voulais pas d'argent. Je voulais juste un lit, un endroit, une vie qui ne ressemblait pas à une punition pour le simple fait d'exister. La procédure judiciaire n'a pas duré longtemps. Leur dossier était fragile, bâclé et plein de contradictions. L'évaluation de grand-mère l'a complètement anéanti. Son médecin a témoigné qu'elle était mentalement compétente et exceptionnellement lucide. Le personnel de la maison de retraite l'a soutenue. Leur avocat les a laissés tomber une semaine avant l'audience prévue, disant qu'ils n'étaient pas coopératifs. Ils ont essayé de faire marche arrière, d'essayer de faire croire à un malentendu, qu'ils avaient peut-être surréagi par inquiétude, qu'ils voulaient juste ce qu'il y avait de mieux pour « maman ». Mais il était trop tard. La nouvelle s'est répandue. La famille élargie a commencé à poser des questions. Une tante m'a contacté, furieuse. Apparemment,
Mes parents avaient dit à tout le monde que grand-mère se souvenait à peine de son propre nom, qu'elle dépérissait. Personne n'avait pris la peine de vérifier. Maintenant, ils vérifiaient, et ça ne sentait pas bon. Grand-mère a de nouveau mis à jour ses documents juridiques. Cette fois, elle m'a ajouté comme sa mandataire médicale officielle. Si sa santé déclinait un jour, ce serait moi qui prendrais les décisions, pas sa fille, pas son gendre. Je déciderai de la manière dont je quitte ce monde, a-t-elle dit. Ils ont déjà décidé du peu d'importance que j'avais dedans. Un mois a passé. Je me suis concentré sur l'école, sur le travail, sur le sommeil, sur le fait de me souvenir comment respirer. J'ai été accepté dans un programme universitaire à l'autre bout de l'État. Bourse complète. C'était un rêve que je n'aurais jamais pensé avoir le droit de poursuivre. Quand je l'ai dit à grand-mère, je m'attendais à ce qu'elle hésite, qu'elle me demande de ne pas partir, qu'elle dise qu'elle avait besoin de moi près d'elle. Elle ne l'a pas fait. Elle a juste souri et a dit, il est temps de bouger. J'ai promis de lui rendre visite tous les week-ends. Elle a levé les yeux au ciel. Tu as intérêt. Nous lui avons trouvé une nouvelle maison de retraite plus près du campus. Plus sûre. Plus chaleureuse. Ils avaient un jardin, un chien de thérapie, de la musique live le mercredi. J'ai payé la différence de coût. J'avais l'impression de construire quelque chose. Quelque chose de réel. Quelque chose à moi. Des années ont passé. J'ai obtenu mon diplôme, j'ai trouvé un travail que j'aimais vraiment, j'ai loué un meilleur appartement, payé des impôts, passé des appels téléphoniques d'adultes, et chaque dimanche, je rendais visite à grand-mère. Son argent a fini par s'épuiser, mais pas le mien. J'ai pris en charge les coûts sans sourciller. Ce n'était pas un fardeau. C'était un honneur. Elle a vécu plus longtemps que quiconque ne s'y attendait, a ri plus fort que n'importe qui de son âge n'en avait le droit, a raconté des blagues déplacées aux infirmières, m'a encouragé avant les entretiens. Elle a vécu. Et quand elle est finalement partie, c'était calme. Paisible. Dans son sommeil. J'ai tenu sa main jusqu'à la toute fin. Elle a laissé une note. Juste une phrase. Tu m'as donné une seconde vie. J'espère que je t'ai donné la tienne. Je n'ai pas invité mes parents à l'enterrement. Ni ma sœur. J'ai entendu dire qu'ils sont toujours ensemble. Que la carrière artistique de ma sœur a fait long feu. Qu'elle gère maintenant un magasin de loisirs créatifs en ville. Ils ne parlent plus à la plupart de la famille élargie. Parfois, je me demande s'ils pensent à moi, à grand-mère, à ce qu'ils ont essayé de prendre. Mais ensuite, je me rappelle que ça n'a pas d'importance. Ils ont eu leur chance de me connaître, de la connaître. Ils ont choisi le contrôle plutôt que le lien, l'image plutôt que la vérité, et nous nous sommes choisis. C'était mon histoire. Avec le recul, je ne sais pas ce qui me choque le plus, jusqu'où ils sont allés, ou le temps qu'il m'a fallu pour cesser d'attendre qu'ils s'en soucient. Mais à la fin, j'ai trouvé quelque chose de mieux que leur approbation. J'ai trouvé la paix, et j'ai trouvé quelqu'un qui a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Alors, maintenant, je veux savoir, qu'en pensez-vous? Allait-il un jour me traiter différemment? Ai-je eu raison de m'en aller? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, personnelles, émouvantes, et un peu désordonnées, cliquez sur « S'abonner ».